machine rentrait là-bas, naturellement, le pont, il était dirigé vers la voie de rentrée, et il ressortait la machine ici, il faisait le tour et il ressortait. Si elle était bonne pour faire un train, elle ressortait directement dehors. Si les sabots de frein étaient à limite d'usure, ou le pantoux à limite d'usure, ça nécessitait une opération de 3 heures ou 4 heures, hop, elle était rentrée sur une voie là. Et les gars, ils intervenaient dessus. S'ils intervenaient sur la partie haute de la machine, pour pas qu'ils soient électrocutés, donc la machine rentrait, ça c'était cadenassé. Vous voyez, il y a la place. On met un cadenas, et puis là-dessus, on coupait le courant avec talon de mise à la terre et compagnie. Et le gars qui travaillait dessus, il mettait également son cadenas, comme ça, un cadenas personnel. Donc, il travaillait dessus en toute sécurité, quoi. Il y avait les fosses, il fallait intervenir sur les sabots, et après la machine ressortait, elle était bonne pour les services. Tandis que là-bas, ce qui rentrait à l'atelier, c'était pour grande révision générale, révision limitée, enfin il y avait plusieurs termes. L'atelier fermé, on ira. Mais à l'origine de la construction, tout était fait ensemble. 2 rotondes, hein, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi 2 rotondes, parce qu'une machine à vapeur, elle ne travaillait pas longtemps, sur une journée de 24 heures, elle faisait 8 heures de boulot. Donc il y avait beaucoup de machines à vapeur. Il y avait 3 fois plus que d'électrique. L'électricité, ça divisait par à peu près par 3 le nombre de locomotives qu'il fallait pour tirer les trains. Oui, parce qu'à l'époque, les machines étaient attitrées à une équipe. Voilà. Et donc, chacun avait sa machine. Et automatiquement, quand ils étaient en repos, la machine était en repos aussi. Oui. Et ça a changé avec pas tout de suite avec l'électricité, mais après, les machines ont été banalisées. Voilà. Ouais. Et à l'époque, donc la machine, elle venait, elle restait, c'était la chambre à coucher de la machine. On avait un chantier de combustible d'une capacité de 6200 tonnes, manipulé par une grue. Hein, ça, c'est pour le charbon. Les 2 rotondes là avec des ponts tournants de 24 mètres. Et l'atelier qu'on va visiter à près de 4500 mètres carrés. Et l'atelier, il a 3 voies de 85 mètres de long quand même. Hein. C'est un des 2 derniers, je crois, qui mélange à la fois une structure en bois sur l'extérieur et une structure métal sur le centre, avec une coupole particulièrement lumineuse, parce qu'on voit bien à l'intérieur, je veux dire. Ouais. Encore que là, l'entretien ne se faisant plus sur les carreaux, c'est moins lumineux qu'autrefois. Ouais. Et donc, un mélange de bois et avec les murs à l'extérieur, remplissage, briques et colombages en bois, beaucoup de vitres. Donc, c'était très lumineux pour travailler. Bon, évidemment, c'était pas très chauffé l'hiver. Ouais. Et donc les gens qui étaient là, il fallait qu'ils aient une solide constitution pour travailler. Donc la particularité mélange bois et acier fait que qu'elle a été classée, inscrite à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques au titre du patrimoine industriel. Donc le bâtiment, le cercle circonscrit, fait 92 mètres de diamètre. Donc dans 92 mètres de diamètre, on peut mettre 30 machines, puisqu'il y a 30 voies utiles de stockage. Il est toujours opérationnel? Il fonctionne toujours, oui. D'ailleurs, les machines ont été amenées Alors donc ça c'est ce qui faisait partie de la répétition des signaux. Quand le conducteur passait sur un signal qui était ouvert, il entendait ce son. Et ça c'était un son plus sirène sur un signal fermé qui l'obligeait à redoubler d'attention, de vigilance. D'ailleurs, pour arrêter ce son-là, il fallait qu'il appuie sur un bouton qui était au pupitre ici, là. Donc il arrêtait, ça s'appelait le bouton de vigilance, il arrêtait le son là, et aussitôt après, il savait que c'était un signal qui avertissait que le signal d'après allait être fermé, donc il actionnait son frein qui était là, un frein électropneumatique. Donc il nous donne. C'est pas celle-là, c'est celle qui est. Bon, leur voiture à voyageurs déjà moderne quand même. Hein. Donc là, c'est l'arrière du bar, c'est derrière le comptoir. C'était des voitures de prestige, hein, Paris, le Capitole, l'Étendard et l'Aquitaine.
Donc des trains, on est en plus dans la partie première classe. Ouais, voilà. Au départ, il n'y avait que des premières classes. Et donc la qualité y était quoi. Voilà. Barre en cuivre, revêtement en... Je sais pas si c'est du cuir, mais c'est vraiment quelque chose de très beau. La poubelle est intéressante en cuivre aussi. Ouais. C'est un ancien wagon du petit train, un wagon de voyageurs. Ouais. Le petit train qui était à Roquefort. C'est un Roquefort. Ça a été circulé en 1952. C'est mon année de naissance. 52. Il y a un problème au plancher. Alors ici il y avait déjà climatisation, il y avait double vitrage, et les rideaux électriques descendaient entre les deux vitres, les tablettes étaient amovibles et la qualité, les sièges réglables, évidemment, et d'un grand confort, hein, vous pouvez tester. Donc, comme on ne peut pas, on fait une côte mal taillée entre les trains rapides et les trains lents. Les trains rapides, eux, ont donc la force centrifuge qui joue encore. Donc, en les inclinant un peu plus, c'était pour contrer un peu une partie de la force centrifuge. Donc, ça s'appelle la voiture de la Baronne. Alors, c'était une voiture luxe, hein, quand même, parce qu'on voit à l'origine marqueterie, tout, wagon salon, voiture, partie salon. Des cabines qui permettaient de passer de l'un à l'autre pour les relations entre les réunions rapides entre le directeur et la secrétaire. Alors, Nicht in-house Lennon. Ouais. Un wagon comme ça, on fait des gitrons avec des péricoles. Ils en ont ramassé. Ah oui, il y en a plein les tunnels. Il y en a plein les tunnels. Ah ouais. Donc là, pareil, passage d'une cabine entre les deux. Ouais, voilà. Ah, mais c'était le grand luxe quand même. Voilà. Donc on a devant un essieu directeur qu'on appelle ici un bicelle. C'est un chariot articulé. Et 5 essieux moteurs accouplés. C'est une machine compound. C'est-à-dire que la vapeur travaille 2 fois. Elle est équipée de 4 cylindres. Donc 2 cylindres extérieurs haute pression et 2 cylindres basse pression à l'intérieur du châssis. Sur ce côté-là, alors vous avez bien entendu la chaudière en entier, vous avez là ce qu'on appelle le foyer, à la partie un peu cubique, ça c'est le foyer, c'est-à-dire la partie de la chauffe directe. Ensuite, il y a le faisceau tubulaire, c'est-à-dire les gaz de combustion traversent le faisceau tubulaire, et ensuite à l'avant vous avez la boîte à fumée. Donc les gaz de combustion partent de là et s'évacuent à l'atmosphère à travers la cheminée. Alors on réchauffait l'eau pour gagner en température tout de suite, puis pour la transformer en vapeur. Voilà. C'était déjà un avantage de l'avoir. C'était une économie, voilà. Alors par contre, lorsqu'on est à l'arrêt, on ne peut plus alimenter par la pompe, parce que la pompe, elle a un très très grand débit. Alors on alimente par l'injecteur. L'injecteur ici, donc c'est ce qu'on appelle un peu le système GIFAR. C'est deux tuyères, une divergente convergente. Donc par de la vapeur vive, donc on entraîne l'eau du temps d'air par la chapelle d'introduction que l'on voit là, celle qui est peinte là. Vous voyez, voilà, ça c'est la chapelle d'introduction de l'injecteur. Vous avez un empattement rigide, c'est-à-dire l'empattement rigide, ça va de l'axe de cet essieu-là au dernier essieu moteur. Il y a 7 mètres, presque 8 mètres. Alors comment un tel train rigide peut négocier des courbes de 105 mètres de rayon? Alors, le bicelle avant, lui, il peut prendre une orientation, parce qu'il a une articulation. Oui. Entretien mécanique là-dessus, c'était transformer un mouvement rectiligne en mouvement circulaire. Donc toute la bielle, tout ça, ça prenait de l'usure. Un moteur électrique, tout ce qui est circulaire, il n'y a pas d'usure, quoi. Un mouvement rotatif, il n'y a pratiquement pas d'usure. Il y a eu des bielles, attends, une petite seconde. En parlant des bielles, il en manque une qui n'est pas montée. Voilà. La bielle motrice n'est pas montée, elle va d'ici à là-bas. Voilà. Donc elle est en aval du piston. Voilà, parce que quand on déplace, quand on la déplace, une locomotive comme ça, ils sont obligés de la démonter
pour le transport, elle est dans le plein d'air, elle est très lourde, je sais pas, elle fait 300 kilos. Du point de vue technique, on peut dire que c'était une machine qui était bien avancée en technique, bien améliorée, mais vous allez pouvoir regarder la cabine après. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure avec Claude du confort des mécaniciens? Ils s'en foutaient complètement. Quand les machines, dans le cadre comment dirais-je, du plan économique Marshall américain où ils ont livré des 141R, vous regardez une cabine de 141R où il y avait des rideaux derrière pour pas qu'ils aient froid, et la cabine était très vaste. Là, il n'y a pas de place pour se retourner. Et encore, là, il y a un stocker, c'est-à-dire que le chargement est automatique du charbon. Mais elles n'ont pas été toutes construites comme ça d'origine, cette série-là. Et il y en avait, il fallait charger à l'appel. Voilà, chauffe à l'appel. Et ben les gars n'avaient pas de place pour se retourner. Et puis il fallait charger. Il fallait charger. Hein. Alors, il y a un peu une explication. Parce que en France, lorsque vous êtes dans un espace confiné, si vous avez une fuite de vapeur importante, en quelques secondes, les gens, ils meurent. Oui. C'est pour ça qu'ils se sont dit, pour le problème, donc tout derrière, à l'air libre. Comme ça, il n'y a pas ce risque. C'était un peu dans ce but-là, pour éviter les accidents.